Je m'appelle Alain Moreau, et je dirige un atelier d'impression spécialisé dans ce qui était autrefois le quartier textile de Saint-Malo. J'ai 42 ans, je suis marié depuis 15 ans, père de 2 enfants qui passent plus de temps chez leurs amis que chez nous ces temps-ci. Assez intelligent pour savoir quand on se paie ma tête, mais apparemment assez stupide pour avoir laissé la situation durer si longtemps. La porte d'entrée a cliqué, avec ce bruit particulier de quelqu'un qui essaie de ne pas faire de bruit. Les talons de Sophie ont claqué sur le parquet du couloir, puis se sont tus lorsqu'elle les a enlevés. Je l'ai entendu s'arrêter en bas des escaliers, probablement pour écouter si j'étais endormi. Cuisine, ai-je appelé, ma voix tranchant le silence comme une lame. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte un instant plus tard. Ses cheveux blonds étaient légèrement ébouriffés. Son maquillage était juste assez étalé pour raconter une histoire. La robe bleu marine qu'elle avait mise pour le dîner avec son client était froissée au mauvais endroit. Elle ressemblait à une femme qui était allée là où elle n'aurait pas dû, faisant des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. « Tu es levé tard », a-t-elle dit, se dirigeant vers la cafetière avec un naturel bien étudié. « Impossible de dormir ?» Quelque chose comme ça. Je l'ai regardé verser du café dans sa tasse préférée, celle sur laquelle était écrit « Meilleure maman du monde », que les enfants lui avaient offerte il y a 3 Noëls. Comment était le dîner avec le comte Henderson? Sa main s'est figée juste une fraction de seconde. Si je n'avais pas été en train de la regarder, je l'aurais manqué complètement. Bien. Tu sais comment vont ces choses. Beaucoup de mondanité, du vin horrible, de la nourriture hors de prix. Ça a l'air difficile. J'ai pris une gorgée de mon café froid, grimaçant au goût amer. Dans quel restaurant as-tu fini par aller? Ce nouvel endroit en centre-ville, Méridien. Elle s'est tournée vers moi, s'appuyant contre le comptoir avec un air de fausse désinvolture. Pourquoi toutes ces questions? Juste curieux de savoir comment s'est passée la soirée de ma femme. C'est si étrange. Sophie a étudié mon visage. Ses yeux verts perçants, cherchant quelque chose. Elle avait toujours été douée pour lire les gens. C'était ce qui faisait d'elle une directrice de compte si performante chez Moreau et Associés. Mais après 15 ans de mariage, j'avais appris à garder mes pensées enfermées quand j'en avais besoin. Tu as été différente ces derniers temps, a-t-elle dit, se rapprochant de la table. Distante, froide. J'ai posé ma tasse de café et je l'ai regardée. Je m'entraîne, c'est tout. T'entraîner à quoi? Pour quand tu seras parti. Les mots sont restés suspendus entre nous comme la fumée d'un baril d'outils. Le visage de Sophie est devenu pâle et sa main a tremblé légèrement lorsqu'elle a porté sa tasse à ses lèvres. La tasse lui a échappé, s'écrasant au sol et se brisant en une douzaine de morceaux. Le café a éclaboussé les carreaux blancs comme du sang sur une scène de crime. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré, fixant le désordre. « Je suis désolé. »« Je ne sais pas, je vais nettoyer » ai-je dit, me levant et me dirigeant vers le placard où nous gardions le balai. « Tu devrais aller dormir. Gros jour demain, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardé balayer la céramique brisée, les yeux écarquillés et incertains. C'était un territoire nouveau pour nous. Habituellement, quand nous nous disputions, c'était bruyant, désordonné et plein d'accusations. Cette tension silencieuse était quelque chose de tout à fait différent. « Alain, qu'est-ce que tu voulais dire par là? » M'entraîner pour quand je serai parti. J'ai jeté les éclats à la poubelle et j'ai rangé le balai. Rien, Sophie. Je suis fatigué. Nous sommes tous les deux fatigués. Allons simplement nous coucher. Mais alors que je passais devant elle en direction des escaliers, j'ai capté un parfum qui n'était certainement pas le mien. Quelque chose de cher et de masculin qui s'accrochait à sa robe comme à une preuve. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte et je me suis retourné vers elle. Ah, et Sophie, la prochaine fois que tu dînes au Méridien, tu voudrais peut-être te souvenir qu'il a fermé il y a 6 mois pour des problèmes d'hygiène. Je l'ai laissé debout dans la cuisine, entouré par l'odeur persistante du café et de ses propres mensonges. Le lendemain matin, chez Moreau Impression Service, mon petit royaume d'encre et de papier niché dans un ancien moulin textile, je me suis surpris à fixer la même facture pour la 3e fois sans la lire réellement. Mon esprit continuait de dériver vers l'expression sur le visage de Sophie au moment où cette tasse de café lui a échappé. « Patron, ça va ?» Édouard Kowalski est apparu à côté de mon bureau comme un génie invoqué par la dysfonction professionnelle. Édouard était mon opérateur de presse,
un homme mince dans la cinquantaine avec des doigts tachés d'encre et une capacité incroyable à connaître les affaires de tout le monde dans une ville de 30 000 habitants. Tu as l'air de quelqu'un à qui on a pissé dans son café. Juste fatigué, Édouard. Longue nuit. Ah oui. Il s'est assis sur le bord de mon bureau, ignorant complètement la pile d'ordres de travail qui nécessitait son attention. Tu sais, j'ai vu ta femme hier soir près de la marina. J'ai levé les yeux de la facture. La marina? Oui. Vers 18h30. J'allais chercher des fournitures à Marine Hartless, et là, elle était, l'air très élégant dans sa robe bleue. Pas notre foule habituelle, si vous voyez ce que je veux dire. La marina se trouvait à l'opposé de la ville de tout restaurant susceptible d'accueillir un dîner d'affaires. C'était surtout des bateaux de plaisance et des charters de pêche avec quelques bars au bord de l'eau qui s'adressaient aux touristes et aux locaux cherchant à noyer leurs problèmes dans l'alcool. Elle t'a parlé d'y aller, a demandé Édouard, sa curiosité à peine contenue. Non, elle ne l'a pas fait. J'ai posé la facture et j'ai accordé toute mon attention à Édouard. Que as-tu vu exactement? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Édouard a regardé autour de l'atelier pour s'assurer que nous étions seuls, puis s'est penché. Elle n'était pas seule. Elle avait un compagnon. Un homme grand, costume cher, conduisant une de ses belles BM. Ils semblaient très à l'aise ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une expression neutre. As-tu reconnu le gars? Je ne peux pas dire que j'ai bien vu son visage, mais je reconnaîtrais cette voiture n'importe où. La BMW série 7 argentée avec la plaque personnalisée qui disait Claire. C'est le véhicule de Claude Arland. Claude Arland, PDG de Moreau et Associés, le patron de Sophie, est exactement le genre de séducteur mielleux qui séduirait la femme d'un autre homme sans perdre une minute de sommeil. Je l'avais rencontré quelques fois lors des fêtes de l'entreprise, beau de cette manière artificielle qui vient d'un toilettage coûteux et d'une vie de privilège. Le genre d'homme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie de ses mains, qui ne s'était jamais soucié de payer la paie, qui n'avait jamais eu à choisir entre réparer la voiture et acheter de quoi manger. Tu es sûr de toi, Édouard? Patron? J'ai beau être vieux, mais mes yeux fonctionnent encore très bien. C'était bien votre femme, et c'était bien Claude Arland. Ils sont entrés ensemble au Dockside. Dockside était un restaurant et un bar haut de gamme qui surplombait le port. Le genre d'endroit où une bouteille de vin coûte plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une journée. Pas un endroit où l'on emmène un client, à moins d'essayer de l'impressionner ou de le séduire. Merci de m'avoir prévenu, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Édouard a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête. Tu as besoin de quelque chose, patron? Tu n'as qu'à me le faire savoir. Je te couvre. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, regardant par la fenêtre le ciel gris d'octobre. 15 ans de mariage, 2 enfants, un prêt immobilier et une vie partagée qui, je le pensais, signifiait quelque chose. Tout cela valait apparemment moins pour Sophie que tout ce que Claude Arland pouvait lui offrir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler nos derniers SMS. Beaucoup de travail tardif et de dîner client, ne m'attend pas. Tout prenait soudain un sens différent à la lumière de ce qu'Édouard m'avait dit. Mon téléphone a vibré avec un SMS entrant de Sophie. Désolé pour hier soir. Stressé par le compte Henderson. Je t'aime. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de taper en retour, je t'aime aussi. Mais au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai réalisé que je mentais peut-être. Ce soir-là, j'étais dans mon garage en train de prétendre organiser des outils lorsque Madame Dubois du numéro d'à côté est apparue dans mon allée. Dorothée Dubois avait 73 ans, vivait seule avec 3 chats, et s'était fait une deuxième carrière à connaître les affaires de tout le monde dans notre quartier. La plupart des gens la trouvaient agaçante. Je commençais à penser qu'elle pourrait être utile. Bonsoir, Alain, a-t-elle appelé, serrant un plat à gratin contre sa poitrine comme une armure. J'ai encore fait trop de gratin de nouilles au thon. Je pensais que toi et Sophie aimeriez en avoir. C'est très gentil, Madame Dubois. Sophie travaille tard encore, mais je suis sûr qu'elle appréciera. Elle travaille tard pas mal ces derniers temps, n'est-ce pas? Madame Dubois est entrée dans le garage, ses yeux perçants examinant tout, de mon établi à la tache d'huile sur le béton. J'ai remarqué que sa voiture était partie la plupart des soirs ce mois-ci. Le métier de la publicité la tient occupée. Oh, je suis sûr que oui.
Elle a posé le plat à gratin sur mon établi et a ajusté ses lunettes. Tu sais, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que son ami vient aussi assez souvent. Son ami? Cette fille, Maya, de son bureau? Jolie petite chose aux cheveux rouges. Elle est venue ici 3 fois cette semaine pendant que tu travaillais. Hier, elle est restée près de 2 heures. Maya Chen était la meilleure amie de Sophie et la directrice des ressources humaines chez Moreau et Associés. Elle et Sophie étaient inséparables depuis l'université, et Maya avait un talent pour couvrir les indiscrétions de Sophie. Si Maya passait du temps chez nous pendant que j'étais au travail, cela signifiait probablement qu'elle aidait Sophie avec quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Elles sont amies depuis longtemps, dis-je prudemment. Oh, je sais ça, mais c'est drôle. Hier, quand Maya est partie, elle portait une grosse boîte. Elle avait l'air lourde, aussi. Et ce matin, j'ai remarqué que ton classeur dans le salon avait été déplacé. On le voit de ma fenêtre de cuisine. Tu sais, je n'avais pas remarqué que le classeur avait été déplacé, mais les talents d'observation de Madame Dubois étaient légendaires. Si elle disait qu'il avait été déplacé, il l'avait été. Peut-être que Sophie cherchait de vieux documents fiscaux ou autre chose. Peut-être. Madame Dubois a ramassé un tournevis sur mon établi et l'a examiné comme s'il pouvait contenir les secrets de l'univers. Tu sais, Alain, j'ai été marié et divorcé 2 fois. Les 2 fois, je savais que quelque chose n'allait pas, bien avant de l'admettre à moi-même. Les signes sont toujours là si tu es prêt à les voir. Elle a reposé le tournevis et m'a regardé avec des yeux qui contenaient plus de compassion que je ne l'aurais cru. Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres. J'ai dû faire une grimace parce qu'elle a ri. Bon, je m'en mêle, mais je t'aime bien, Alain. Tu es un homme bien et tu mérites mieux que ce qui se passe sous ton propre toit. Madame Dubois, j'apprécie votre inquiétude, mais cette fille Maya a passé des appels depuis votre maison. Je peux l'entendre à travers les fenêtres quand elles sont ouvertes. Hier, elle parlait à quelqu'un de garder le calendrier au clair et de s'assurer que les histoires correspondent. On aurait dit qu'il planifiait quelque chose. Mon sang s'est glacé. Es-tu sûr que c'est ce que tu as entendu? Je suis peut-être vieille, mais mon oui est très bonne, et il y a autre chose. Elle a regardé autour du garage comme pour vérifier s'il y avait des équipements de surveillance. La semaine dernière, j'ai vu Sophie mettre une valise dans son coffre. Une grosse. Elle a regardé très attentivement avant de le faire, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un la voie. Une valise. Le genre de choses que l'on fait quand on prévoit d'aller quelque part ou quand on prévoit de partir. Madame Dubois, seriez-vous prête à garder un œil sur les choses quand je ne suis pas là? Juste prêter attention à qui va et vient. Elle a souri et pour la première fois depuis le début de cette conversation, elle a semblé sincèrement heureuse. Je pensais que vous n'alliez jamais demander. Après son départ avec des promesses de garder les yeux ouverts, je suis rentré et je suis allé directement au classeur dans le salon. Il avait définitivement été déplacé. Je pouvais voir les indentations sur le tapis là où il se tenait. J'ai ouvert les tiroirs et j'ai commencé à parcourir les dossiers. Nos relevés bancaires communs étaient manquants. Les polices d'assurance l'étaient aussi, les documents hypothécaires, et le dossier contenant des informations sur mes comptes de retraite. Tout ce qui serait nécessaire si quelqu'un prévoyait de disparaître avec la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je me suis assis dans mon fauteuil de bureau et j'ai fixé les espaces vides dans le classeur. Sophie n'avait pas seulement une aventure. Elle prévoyait de partir et elle s'assurait d'avoir tout le capital financier dont elle aurait besoin pour le divorce. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'elle. Travaille très tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. Cette fois, je n'ai pas répondu par SMS. Frank Morrison avait été mon meilleur ami depuis le lycée. À l'époque où nous étions tous les deux assez stupides pour penser que nous vivrions pour toujours et assez intelligents pour savoir qu'il ne le ferait probablement pas. Après l'obtention du diplôme, Frank était devenu policier tandis que j'étais allé à l'université pour des études commerciales. Il avait passé 20 ans au service de police de Saint-Malo avant de prendre une retraite anticipée et d'ouvrir son propre cabinet d'investigation privée. Ces jours-ci, il s'occupait surtout de fraude à l'assurance et de cas d'épouses infidèles, ce qui faisait de lui exactement la bonne personne pour ce que j'avais en tête. Alors, si je comprends bien, a dit Frank, se penchant en arrière dans son fauteuil de bureau, étudiant les photos que j'avais imprimées depuis mon téléphone. Votre femme couche avec son patron, prévoit de divorcer,
et elle a déjà sorti la moitié de vos dossiers financiers de la maison, et vous voulez que je vous aide à les prendre sur le fait? C'est à peu près ça. Franck était un grand homme, 1,93 mètres, avec des cheveux grisonnants et des mains qui semblaient capables d'écraser des canettes de bière sans effort. Il avait vu assez de laideur humaine dans sa carrière pour développer une expression permanente de cynisme lasse. Mais en ce moment, il avait juste l'air triste. Alain, tu sais, je t'aiderai avec tout ce dont tu as besoin, mais es-tu sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Parfois, il vaut mieux ne pas connaître les détails. J'ai besoin de savoir, Franck. Tout. Il a hoché lentement la tête. D'accord, alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux des photos de surveillance, des vidéos si tu peux en obtenir. Je veux savoir où ils vont, ce qu'ils font, depuis combien de temps ils le font, et je veux savoir ce que Sophie prépare. Cela va prendre du temps, et ce ne sera pas bon marché. J'ai le temps, et j'ai l'argent. J'ai sorti une enveloppe contenant 5000 $ en espèces. De l'argent que j'économisais pour un voyage d'anniversaire surprise qui semblait de moins en moins probable. Est-ce que cela couvrira les frais? Franck a sifflé bas. Cela couvrira et il en restera. Quand veux-tu que je commence? Ce soir, Sophie a un autre dîner client. Je parie que ce n'est pas avec un client. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon avec une bière et un livre, jouant le rôle du mari ignorant pendant que Franck se positionnait près de la marina avec un téléobjectif et un appareil photo numérique. À 18h45, Sophie m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a dit qu'elle rentrerait tard. À 19h30, Franck m'a envoyé les premières photos. Sophie et Claude Arland entrant ensemble au dockside. La main de Claude dans le bas du dos de Sophie. Sophie riant de quelque chose qu'il avait dit, son visage animé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Ils semblaient à l'aise ensemble, familiers, comme s'ils l'avaient fait de nombreuses fois auparavant. Plus de photos sont arrivées tout au long de la soirée. Les deux à une table d'angle, se penchant l'un vers l'autre en buvant. Claude tendant la main pour toucher celle de Sophie. Sophie se levant pour aller aux toilettes. Claude la regardant partir avec une appréciation évidente. La dernière série de photos est arrivée à 22h15. Sophie et Claude quittant le restaurant ensemble. Montant dans la BMW de Claude, se dirigeant vers l'hôtel Océan Vue, un hôtel discret à environ 15 km de la ville. Claude allant chercher une clé de chambre à la réception pendant que Sophie attendait dans la voiture. Les deux entrant ensemble dans l'hôtel. J'ai fixé les photos pendant un long moment, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une aventure ou un moment de faiblesse. C'était une liaison à part entière, avec des chambres d'hôtel et des histoires de couverture élaborées. Mon téléphone a sonné à 23h30. Sophie? Oui, chérie. Je voulais juste te dire que je rentre maintenant. Le dîner a été très long. Comment c'était? Bien. Productif. Je pense que nous allons décrocher le compte Henderson. C'est une excellente nouvelle. Conduis prudemment. Je le ferai. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Franck. Je veux que tu suives Claude Arland demain. Je veux connaître tous les détails de sa routine. Où il va, quand il y va, où il gare sa voiture, tout. Tu prépares quelque chose, Alain? Peut-être. Probablement. Je te dirai quoi. Le soir suivant, armé du rapport de renseignement de Franck, je me suis rendu au parking où Claude gardait sa BMW. La sécurité était minimale, juste un lecteur de carte à l'entrée et quelques caméras qui étaient probablement plus pour la forme que pour une surveillance réelle. La BMW argentée de Claude se trouvait sur sa place réservée comme un monument au privilège. J'avais apporté une petite boîte à outils et un sac de sucre que j'avais acheté à l'épicerie. Rien qui causerait des dommages permanents ou mettrait quelqu'un en danger. Juste assez de désagréments pour faire savoir à Claude que quelqu'un faisait attention. J'ai desserré les valves des 4 pneus, laissant échapper juste assez d'air pour qu'ils soient perceptiblement mous sans être complètement à plat. Puis j'ai versé du sucre dans le réservoir d'essence. Une vieille astuce qui ne détruirait pas le moteur, mais causerait assez de problèmes pour nécessiter une dépanneuse et un mécanicien. Finalement, j'ai glissé un mot sous son pare-brise en train de m'entraîner pour quand tu seras parti. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Claude Arland était sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences,
et que tout le monde n'était pas prêt à rester sans rien faire pendant que sa vie se faisait détruire sans se battre. Je ne faisais que commencer. 3 jours plus tard, Franck m'a appelé avec des nouvelles qui ont fait monter ma tension artérielle. J'ai de l'audio. Ah, tu ne vas pas aimer, a-t-il dit sans préambule. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, un espace exigu au-dessus d'un restaurant chinois qui sentait perpétuellement les petits pains aux œufs et la déception. Franck avait investi dans du matériel de surveillance sérieux au fil des ans, et son bureau était couvert d'enregistreurs, d'objectifs téléobjectifs et d'autres outils du métier. Comment as-tu eu l'audio? Maya Chen, l'amie de ta femme. Elle passe des appels depuis sa voiture sur le parking de Moreau et Associés. Apparemment, elle pense que c'est plus sûr que d'utiliser les téléphones du bureau. Franck a brandi un petit enregistreur numérique. Microphone parabolique. J'ai pu capter le son de plusieurs de ces conversations. Et ta femme ne prévoit pas seulement de te quitter, Alain. Elle prévoit de te détruire. Franck a appuyé sur lecture, et la voix de Maya a rempli le petit bureau. Petite mais clairement audible. Nous devons nous assurer que le calendrier est parfait. Si quelqu'un demande, Sophie était au bureau jusqu'à 21h30 mardi, et j'étais avec elle tout le temps. Non, Claude, nous ne pouvons pas nous précipiter. Une erreur et tout s'écroule. L'enquêteur privé devrait avoir les photos d'ici vendredi. Assure-toi qu'elle montre Alain dans une position compromettante. Je m'en fiche de la façon dont tu t'y prends. Fais juste en sorte que ce soit convaincant. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Il me tend un piège. Franck a hoché la tête d'un air sombre. Ça s'aggrave. Écoute celui-là d'hier. La voix de Maya, encore. Le rapport de violence domestique doit être déposé la semaine prochaine. J'ai déjà parlé au refuge pour femmes, et ils attendent l'appel de Sophie. Les bleus n'ont pas besoin d'être réels, juste assez convaincants pour les photos. Une fois que l'ordonnance restrictive sera en place, Alain ne pourra plus s'approcher de la maison ou des enfants. Jésus-Christ. Je me suis laissé tomber sur une chaise, mes jambes devenant soudainement instables. Ils vont me faire passer pour un violent domestique. C'est un coup intelligent, a dit Franck, sa voix professionnelle mais sympathique. Les fausses allégations de violence domestique sont difficiles à réfuter, surtout s'ils ont des photos et des déclarations de témoins. Même si les accusations ne tiennent pas, l'ordonnance restrictive donnerait à Sophie le contrôle de la maison et des enfants. Au moment où tu pourrais te battre au tribunal, elle aurait vidé tes comptes bancaires et se serait enfuie. Pouvons-nous utiliser ces enregistrements? Peut-être. Cela dépend du juge et de la qualité de ton avocat. Mais Alain, il y a autre chose que tu dois savoir. Franck a fait défiler l'enregistrement jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Ceci date de ce matin. La voix de Maya, plus urgente maintenant. La voiture de Claude a été vandalisée la nuit dernière. Quelqu'un a laissé l'air s'échapper de ses pneus et a mis du sucre dans son réservoir d'essence. Il est paranoïaque et pense qu'Alain sait quelque chose. Non, nous nous en tenons au plan. Si quelque chose, cela le rend plus crédible. Nous pouvons dire qu'Alain harcèle Sophie, qu'il devient violent et imprévisible. Ils utilisaient ma propre riposte contre moi. Chaque mouvement que je faisais était tordu en une preuve de mon instabilité supposée. Ils sont bons, ai-je admis. Je leur accorde ça. Ce sont des criminels, a corrigé Franck. Complot en vue de commettre une fraude, dépôt de fausses déclarations à la police, probablement une demi-douzaine d'autres chefs d'accusation. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? J'ai pensé au visage de Sophie quand elle avait laissé tomber cette tasse de café. Au dossier financier manquant, à l'expression suffrante de Claude Arland lors des fêtes de l'entreprise. J'ai pensé à mes enfants qui grandiraient en croyant que leur père était un monstre si ce plan réussissait. Je veux les détruire, dis-je à voix basse. Tous. Je veux qu'ils perdent tout ce qui compte pour eux, tout comme ils essaient de me le faire perdre. Franck s'est penché en arrière dans son fauteuil et a étudié mon visage. Ce n'est pas l'Alain Moreau que je connais depuis 25 ans qui parle. Peut-être que l'Alain Moreau que tu connais depuis 25 ans était un bonnet qui laissait les gens lui marcher dessus. Peut-être qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Franck est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête. D'accord, mais nous le faisons intelligemment et légalement. Fini le sucre dans les réservoirs d'essence. Nous utilisons leur propre plan contre eux, mais nous le faisons correctement.
Que as-tu en tête? Franck a souri, et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai ressenti une lueur d'espoir. As-tu déjà entendu parler d'une opération coup de filet? Le plan que Franck a exposé était élégant dans sa simplicité. Au lieu d'essayer d'arrêter le stratagème de Sophie, nous allions l'aider à l'exécuter et documenter tout le processus. Au moment où nous aurions terminé, nous aurions suffisamment de preuves pour envoyer les 3 conspirateurs en prison et garantir que je conserverai la garde de mes enfants et de mes biens. La clé est l'enquêteur privé qu'il prévoit d'engager, a expliqué Franck, étalant des photos et des documents sur son bureau. Maya a mentionné qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre des photos compromettantes de toi. Quelqu'un qui ne pose pas trop de questions et qui ne recule pas devant le fait de tordre la vérité pour le bon prix. Laisse-moi deviner, tu connais quelqu'un qui correspond à cette description? Mieux que ça. C'est moi qui corresponde à cette description. Du moins, c'est ce qu'il croit. Franck avait créé une fausse identité élaborée avec un faux bureau, un faux site web et des références d'autres clients satisfaits qui étaient en fait d'anciens collègues de police. Pour Maya et Sophie, il apparaîtrait exactement comme le genre d'enquêteur privé corrompu dont elles avaient besoin. Et Claude? Il vous a rencontré 2 fois, lors de vos barbecues. Les 2 fois, il était trop occupé à regarder les femmes des autres maris pour faire attention à moi. Et j'ai l'air différent ces jours-ci. Franck passa une main dans ses cheveux noirs fraîchement teints et ajusta la fausse moustache avec laquelle il s'entraînait. Fais-moi confiance, il ne me reconnaîtra pas. La première phase de notre contre-attaque a commencé le lundi suivant. Franck, opérant sous le nom de Rick Murphy, a reçu un appel de Maya Chen s'enquérant de ses services d'enquête discrets. Maya a expliqué que son ami traversait un divorce difficile et avait besoin de preuves de l'infidélité de son mari pour renforcer son dossier. Franck a joué son rôle à la perfection, acceptant de rencontrer Maya dans un café du centre-ville pour discuter des détails. Je me suis positionné à une table d'angle avec un journal et un petit enregistreur numérique, assez près pour tout entendre, mais assez loin pour éviter les soupçons. Maya est arrivée avec 10 minutes de retard, l'air nerveuse et trop apprêtée dans un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Elle a commandé un latte et s'est assise en face de Franck, qui faisait un travail admirable en ayant l'air du genre d'homme qui accepterait de l'argent sale pour un travail sale. Le mari de mon ami devient de plus en plus instable, a commencé Maya, sa voix basse et conspiratrice. Elle a peur de ce qu'il pourrait faire s'il découvrait le divorce. Quel genre d'instabilité, a demandé Franck, sortant un carnet et un stylo. Viol. Il la harcèle, il a vandalisé la voiture de son petit ami, il lui passe des appels menaçants. Elle a besoin de preuves qu'il la trompe pour pouvoir demander le divorce et obtenir une ordonnance restrictive. Obtenir des preuves peut coûter cher, a dit Franck prudemment. Surtout si le sujet ne trompe pas réellement. Maya a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe. 5 000 $, ça couvre? Cela dépend du type de preuves dont vous avez besoin. Des photos, des vidéos, si possible. Il faut que ce soit assez convaincant pour tenir devant un tribunal. Franck a semblé considérer cela, puis a hoché la tête. Je peux m'en accommoder, mais j'aurai besoin de détails sur la routine du sujet, les endroits où il va, les personnes qu'il voit. Maya a passé les 20 minutes suivantes à fournir à Franck une description incroyablement détaillée de mon emploi du temps quotidien, y compris des informations qu'elle n'aurait pas pu connaître sans mener sa propre surveillance. Elle savait à quelle heure je partais travailler, où je déjeunais, quel gymnase j'utilisais, même quel magasin d'alimentation je préférais. Il y a encore une chose, a dit Maya alors que la réunion touchait à sa fin. Le mari de mon ami est naturellement méfiant. S'il se rend compte qu'il est suivi, il pourrait devenir violent. Prête à cette éventualité, madame? Je fais ça depuis 15 ans. Je peux gérer un mari en colère. Après le départ de Maya, Franck et moi avons comparé nos notes. La profondeur de leur surveillance était impressionnante et un peu effrayante. Ils m'observaient depuis des semaines, apprenant mes habitudes, cherchant des vulnérabilités. Il prévoit de vous faire passer pour quelqu'un qui trompe Sophie, a dit Franck en retournant à son bureau. Maya veut que je prenne des photos de vous avec une autre femme, probablement quelqu'un qu'ils paieront pour se faire passer pour votre maîtresse. Comment sais-tu ça? Parce qu'elle a demandé mes tarifs pour organiser des rencontres. Elle ne m'engage pas seulement pour documenter votre infidélité. Elle m'engage pour la créer. Ce soir-là,
je me suis assis dans mon salon en attendant que Sophie rentre de son dernier dîner client lorsqu'elle est finalement arrivée à 23h30. Elle semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle m'a embrassé pour me saluer et m'a demandé comment s'était passée ma journée avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Comment était le dîner, ai-je demandé. Bien. Très bien, en fait. Je pense que nous faisons enfin des progrès sur le compte Henderson. C'est une excellente nouvelle. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a pris la main. Alain, je sais que les choses ont été tendues entre nous récemment. Je veux que tu saches que je t'aime et que je suis déterminé à faire fonctionner notre mariage. En regardant dans ses yeux, en voyant l'expression sincère sur son visage, j'ai failli la croire. Si je n'avais pas entendu les enregistrements, si je n'avais pas su pour l'enquêteur privé et les fausses déclarations de violence domestique, j'aurais pu penser que nous étions enfin en train de franchir un cap. Au lieu de cela, j'ai serré sa main et j'ai souri. Je t'aime aussi, Sophie, plus que tu ne le penses. Et à cet instant, j'ai réalisé que je disais la vérité. Je l'aimais, ou du moins j'aimais la femme que je pensais qu'elle était, ce qui rendait ce que j'étais sur le point de lui faire presque insupportablement douloureux. Presque. L'appel est venu de ma fille, Emma, un jeudi après-midi alors que j'examinais des commandes d'impression à l'atelier. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. « Papa, tu dois rentrer à la maison. Maman est blessée et il y a la police ici et ils te posent des questions. » Mon sang s'est glacé. Emma, ralentit. Qu'est-il arrivé à maman? Elle a des bleus sur le visage et les bras. Elle a dit à la police que tu l'avais touchée. Papa, tu ne l'as pas touchée, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Je ne ferai jamais de mal à ta mère. Je rentre tout de suite. J'ai conduit à la maison dans un brouillard de panique et de rage, sachant exactement ce que j'allais trouver, mais espérant me tromper. Je ne me trompais pas. 2 voitures de police étaient garées dans mon allée ainsi qu'une ambulance et la Honda rouge de Maya. Des voisins s'étaient rassemblés sur leur pelouse pour regarder le drame se dérouler. Et je pouvais voir Madame Dubois se tenant sur son porche avec son téléphone sorti, sans aucun doute en train d'enregistrer tout. Les policiers m'ont accueilli à la porte d'entrée. L'une d'elles était la détective Sarah Walsh, que j'avais rencontrée à quelques reprises par l'intermédiaire de Frank. Elle semblait mal à l'aise alors qu'elle s'approchait de moi. Alain, je dois vous demander de rester calme et d'écouter attentivement. Votre femme a déposé une plainte pour violence domestique. Elle allègue que vous l'avez frappée à plusieurs reprises ce matin avant de partir travailler. C'est impossible. Je suis parti travailler à 7h30, comme d'habitude. Sophie dormait encore. Elle a des blessures compatibles avec sa déclaration. Des ecchymoses sur le visage et les bras, une lèvre fendue. Alors quelqu'un d'autre les lui a infligées parce que ce n'était pas moi. La détective Walsh a étudié mon visage à la recherche de signes de tromperie. Alain, je vous connais depuis des années par l'intermédiaire de Frank. Cela ne ressemble pas à quelque chose que vous feriez, mais les preuves. Les preuves sont fabriquées. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'horodatage d'un SMS que j'avais envoyé à Édouard depuis l'atelier à 8h15. J'étais au travail à 8h. Appelez Édouard Kowalski. Appelez n'importe lequel de mes employés. Ils vous diront que j'étais là toute la matinée. Nous allons vérifier votre alibi, mais en attendant, je dois vous informer que Madame Moreau a demandé une ordonnance restrictive. Vous devrez comparaître au tribunal demain matin. Par la fenêtre de devant, je pouvais voir Sophie assise sur le canapé du salon avec une policière. Même de loin, les bleus sur son visage étaient clairement visibles. Quelqu'un avait fait un travail professionnel pour la faire passer pour une victime de violence domestique. Puis-je lui parler? Je suis désolé, Alain. Pas avant que tout ça ne soit réglé. Emma est apparue à côté de la détective Walsh, les yeux rouges à force de pleurer. Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me suis agenouillé et j'ai pris les mains de ma fille. Emma, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Je n'ai pas fait de mal à ta mère. Je ne leur ferai jamais de mal à elle ou à toi ou à ton frère. Quelqu'un ment, et je vais le prouver. Mais d'ici là, tu dois être forte, d'accord? Elle a hoché la tête, s'essuyant le nez avec sa manche. Je te crois, papa. Où est ton frère? Au soccer. Il ne sait pas encore. Bien. Je ne veux pas qu'il voie ça.
Je me suis levé et j'ai regardé la détective Walsh. Combien de temps ai-je pour faire mes bagages? L'ordonnance restrictive temporaire prend effet immédiatement. Vous avez 30 minutes pour rassembler quelques effets personnels sous la supervision d'un officier. Alors que je faisais ma valise sous surveillance policière, j'ai pu entendre Sophie donner sa déposition aux autres officiers. Elle décrivait une escalade d'abus, affirmant que je la frappais depuis des mois, mais qu'elle avait trop peur de le signaler. Elle a mentionné le vandalisme de la voiture de Claude comme preuve de mon comportement de plus en plus erratique. C'était une performance magistrale livrée avec juste le bon mélange de peur et de détermination. Et si je n'avais pas su que c'étaient tous des mensonges, j'aurais pu le croire moi-même. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Franck. J'ai vu les voitures de police. Retrouve-moi à mon bureau quand tu as terminé. 1 heure plus tard, j'étais assis dans le bureau de Franck, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Franck m'a versé 2 verres de whisky et en a glissé un sur le bureau. Ils ont bougé plus vite que nous ne l'avions prévu, a-t-il dit. Maya m'a appelé ce matin, elle a dit que le calendrier avait été accéléré. Elle voulait savoir si j'avais déjà ces photos de vous avec une autre femme. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais toujours en train de travailler dessus. Elle a dit de ne pas s'inquiéter. Qu'ils avaient trouvé un autre moyen de gérer la situation. J'ai bu le whisky d'un trait, sentant la brûlure descendre dans ma gorge. Ils l'ont battue ou elle a laissé quelqu'un la battre. Dans tous les cas, elle est prête à être blessée physiquement juste pour me piéger. Les bleus avaient l'air réels. Très réels. Qualité professionnelle. Ce n'était pas une séance de maquillage amateur. Franck a sorti son ordinateur portable et m'a montré une série de photographies qu'il avait prises ce matin-là. Je surveille ta maison depuis 6 heures du matin. Ces photos montrent tout le monde qui est entré et sorti. Les images racontaient une histoire claire. À 7h45, 15 minutes après mon départ pour le travail, la BMW de Claude Arland était entrée dans mon allée. Claude et un autre homme que je ne connaissais pas étaient entrés dans la maison. Ils sont restés environ 1 heure, partant à 8h50. Qui est l'autre gars, ai-je demandé. J'ai vérifié sa plaque d'immatriculation. Il s'appelle Vincent Torres. Il travaille comme cascadeur et artiste maquilleur pour l'industrie du cinéma. Apparemment, il est très doué pour créer des blessures d'apparence réalistes. Alors, Claude a engagé un professionnel pour frapper ma femme. Il semble que oui. La question est, pouvons-nous le prouver? J'ai fixé les photographies, sentant une rage froide monter dans ma poitrine. Ils avaient pensé à tout. Les fausses ecchymoses, le calendrier accéléré, même l'embauche d'un professionnel pour s'assurer que les blessures étaient convaincantes. C'était une opération sophistiquée conçue pour détruire ma vie et me laisser sans aucun moyen de me défendre. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. Franck, j'ai besoin que tu rappelles Maya. Dis-lui que tu as les photos qu'elle voulait. Quelles photos? Nous n'avons pas de photos. Nous en aurons, et elles seront exactement ce qu'elle recherche. Franck a haussé un sourcil. À quoi penses-tu, Alain? Je vais leur donner tout ce qu'ils veulent, et ensuite je vais les détruire avec ça. La salle d'audience était comble le lendemain matin pour mon audience d'ordonnance restrictive. Sophie était assise à la table des plaignants avec son avocate, une femme élégante nommée Patricia Vance, spécialisée dans les affaires de violence domestique. Les bleus sur le visage de Sophie avaient foncé pendant la nuit, la faisant ressembler à la victime d'une attaque grave. Mon avocat, David Chen, pas de relation avec Maya, était un avocat de la défense pénale que Franck m'avait recommandé. Il était plus jeune que ce que j'avais prévu, mais Franck m'a assuré qu'il était brillant et avait de l'expérience dans les affaires de fausses accusations. La juge Marguerite O'Brien a ouvert l'audience et a demandé à Sophie de présenter son dossier. Le témoignage de Sophie a été dévastateur. Elle a décrit des années d'abus croissants, affirmant que j'étais devenu de plus en plus violent et contrôlant à mesure que notre mariage se détériorait. Elle a présenté des photos de ses blessures, des preuves documentées de mon comportement de harcèlement, et a témoigné qu'elle craignait pour sa vie. Votre honneur, a dit Sophie, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Je sais que mon mari est capable d'une violence extrême. Pas plus tard que la semaine dernière, il a vandalisé la voiture de mon superviseur parce qu'il soupçonnait que nous avions une liaison. La paranoïa et la jalousie se sont aggravées, et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire ensuite. Quand ce fut mon tour de répondre, David Chen s'est levé et s'est adressé à la cour.
Votre honneur, mon client nie catégoriquement ces allégations. Monsieur Morland était au travail au moment où cette prétendue attaque a eu lieu, et nous avons plusieurs témoins qui peuvent vérifier où il se trouvait. Avez-vous des documents de ces témoins, a demandé la juge O'Brien. Nous en avons, votre honneur, mais plus important encore, nous avons des preuves que toute cette affaire fait partie d'une fraude élaborée visant à priver Monsieur Morland de ses biens et de la garde de ses enfants. Patricia Vance s'est levée brusquement. Objection, votre honneur. C'est une audience d'ordonnance restrictive, pas un procès. Monsieur Chen porte des accusations sans preuve. Soutenu. Monsieur Chen, veuillez limiter vos remarques aux préoccupations immédiates de sécurité. David a hoché la tête. Votre honneur, nous demandons un ajournement afin de pouvoir présenter des preuves qui disculperont complètement Monsieur Morland et exposeront cette fraude. La juge O'Brien a réfléchi un instant. Je vais accorder une ordonnance restrictive temporaire en attendant une enquête plus approfondie. Monsieur Morland, vous avez l'interdiction de contacter votre femme ou de vous approcher à moins de 150 mètres de votre résidence. Nous nous réunirons à nouveau dans une semaine pour examiner des preuves supplémentaires. Au moment où le verdict est tombé, j'ai senti mon monde s'effondrer. L'ordonnance restrictive temporaire signifiait que je ne pouvais pas rentrer chez moi, que je ne pouvais pas voir mes enfants, que je ne pouvais pas accéder à la plupart de mes biens. Sophie avait gagné la première manche, mais alors que nous quittions le palais de justice, David m'a pris à part. Ne vous inquiétez pas, Frank m'a mis au courant de votre plan. D'ici à la semaine prochaine, lorsque nous retournerons au tribunal, nous aurons tout ce qu'il faut pour détruire leur dossier et probablement les envoyer en prison. Cet après-midi-là, Frank a appelé Maya pour organiser une rencontre. Il lui a dit qu'il avait les photos qu'elle demandait, des images compromettantes de moi avec une autre femme qui prouveraient que je trompais Sophie. Maya était ravie. C'est le moment idéal. Avec l'ordonnance restrictive en place, ces photos scelleront l'affaire. Combien voulez-vous pour elles? 10 000 $, a dit Frank. Et je veux rencontrer les trois, vous, Sophie et Claude. Je n'aime pas traiter avec des intermédiaires pour quelque chose d'aussi important. Ils ont prévu de se rencontrer ce soir-là à la maison de plage de Claude, une vaste propriété en bord de mer à environ 50 km de la ville. Frank porterait un micro dissimulé, et je serais positionné à proximité avec un téléobjectif et un enregistreur numérique. À 20 h, j'ai observé depuis un affleurement rocheux surplombant la propriété de Claude alors que Frank approchait de la porte d'entrée. À travers les fenêtres, je pouvais voir Sophie, Claude et Maya attendre dans le salon. Le visage de Sophie montrait encore les bleus de son faux passage à tabac, mais elle semblait détendue et confiante. « Monsieur Murphy, je présume », a dit Maya lorsque Claude a ouvert la porte. « Maya nous a parlé à merveille de votre travail. »« Je livre ce que je promets », a répondu Frank, sa voix passant clairement sur le récepteur radio que je surveillais. « Mais je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde avant que de l'argent ne change de main. » Ils sont entrés dans le salon où Maya a versé des boissons et Claude s'est installé dans un fauteuil en cuir coûteux. Sophie était assise sur le canapé, l'air nerveuse mais déterminée. « Montre-nous ce que tu as », a dit Claude. Frank a ouvert une enveloppe manie et a étalé plusieurs photographies sur la table basse. Je ne pouvais pas voir les images depuis ma position, mais je savais ce qu'elles montraient. Frank avait engagé un photographe professionnel pour créer des images fausses convaincantes de moi avec une femme qui ne ressemblait en rien à Sophie. « Elles sont parfaites », a dit Maya, examinant les photos. « Quand ont-elles été prises ? » Mardi soir dernier, votre garçon Alain pensait être discret, mais il ne l'était pas assez. « C'est exactement ce dont nous avons besoin, » a dit Sophie, prenant l'une des photographies. « Avec celle-ci et le rapport de violence domestique, le divorce sera une formalité. » Claude s'est penché en avant, étudiant les images. « Comment savons-nous qu'elles sont authentiques ? La manipulation de photos est assez sophistiquée de nos jours. » Frank a souri. « Vous êtes libre de les faire analyser par n'importe quel expert que vous souhaitez, mais je vous garantis qu'elles passeront n'importe quel test. Je fais ça depuis longtemps. » « Et la femme ?» a demandé Maya. « Témoignera-t-elle si nécessaire ? Pour le bon prix, elle dira tout ce que vous voulez qu'elle dise. Mais il ne devrait pas en arriver là. Ces photos devraient suffire à détruire complètement la crédibilité d'Alain. » Claude a hoché la tête avec approbation. « Excellent travail, Maya. Donne-lui l'argent. » Alors que Maya comptait 10 000 $ en espèces, Claude a commencé à décrire leurs prochaines étapes.
Les papiers du divorce seront déposés lundi matin. Avec l'ordonnance restrictive en place et ses photos comme preuve, Alain n'aura d'autre choix que d'accepter l'accord que nous proposons. Et les enfants, a demandé Sophie. La garde complète, sans aucun doute. Entre les allégations de violence domestique et les preuves d'infidélité, aucun juge ne lui accordera plus que des visites supervisées et les biens. Claude a souri. La maison, l'entreprise, les comptes de retraite, tout. D'ici la fin, Alain Moreau aura de la chance de s'en tirer avec les vêtements qu'il porte. Depuis ma cachette, j'ai regardé les 3 conspirateurs porter leur succès avec du champagne coûteux, célébrant la destruction de ma vie comme s'il s'agissait d'une affaire commerciale. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque mot qu'ils avaient prononcé avait été enregistré et que Franck les avait fait avouer le complot, la fraude et le parjure. Alors que Franck se préparait à partir, Maya l'a raccompagné à la porte. « Il y a encore une chose pour laquelle nous aurons peut-être besoin de votre aide, a-t-elle dit doucement. « Quoi donc ? Si Alain commence à poser trop de questions, s'il se rapproche trop de la vérité, nous pourrions avoir besoin que son accident lui arrive. Rien de fatal, juste quelque chose pour le faire taire. » La voix de Franck était stable alors qu'il répondait. « Cela coûterait plus cher. L'argent n'est pas un problème. » Claude a les poches profondes. « Je garderai cela à l'esprit. » Après le départ de Franck, je suis resté caché dans les rochers pendant une autre heure, regardant à travers les fenêtres pendant que les 3 conspirateurs continuaient leur célébration. Ils étaient si confiants, si sûrs d'avoir gagné qu'ils n'ont même pas pris la peine de vérifier si quelqu'un les regardait. Mais quelqu'un regardait. Quelqu'un écoutait. Et quelqu'un était sur le point de leur faire payer chaque mensonge qu'ils avaient dit et chaque vie qu'ils avaient essayé de détruire. La phase suivante de ma vengeance était sur le point de commencer. Le lundi matin suivant, pendant que Sophie déposait sa demande de divorce, Franck et moi étions assis dans le bureau de la procureure adjointe Rebecca Santos, écoutant les enregistrements que nous avions faits à la maison de plage de Claude. La procureure Santos était une procureure coriace avec une réputation de s'attaquer aux criminels en col blanc. Elle a écouté toute la conversation sans interruption, prenant des notes et secouant occasionnellement la tête avec dégoût. C'est un complot en vue de commettre une fraude, un parjure, le dépôt de fausses déclarations à la police et une tentative d'extorsion, a-t-elle déclaré lorsque l'enregistrement s'est terminé. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 2 mois, peut-être plus, a répondu Franck. Nous avons des preuves supplémentaires, des photographies, des dossiers financiers, des témoignages. Que attendez-vous de moi? Des mandats d'arrêt, dis-je. Pour les 3, et je veux que les accusations soient déposées avant que la demande de divorce de Sophie ne puisse être traitée. Ada Santos a souri d'un air sombre. Je pense que nous pouvons nous en occuper. À midi, des mandats d'arrêt avaient été émis contre Sophie Moreau, Claude Arland et Maya Chen. Les chefs d'accusation comprenaient le complot en vue de commettre une fraude, le parjure, le dépôt de fausses déclarations à la police et la tentative d'extorsion. Claude faisait face à des accusations supplémentaires liées au faux passage à tabac, y compris agression et complot en vue de commettre une agression. Les arrestations ont été coordonnées pour se produire simultanément. Claude a été placé en garde à vue dans son bureau, menotté devant ses employés et le conseil d'administration. Maya a été arrêtée à son appartement, encore en pyjama alors qu'elle essayait de supprimer des fichiers de son ordinateur portable. L'arrestation de Sophie a été la plus satisfaisante. Elle était au bureau de son avocate en train de signer les papiers du divorce définitif lorsque la détective Walsh est entrée avec 2 officiers en uniforme. Sophie Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, parjure et dépôt de fausses déclarations à la police. L'expression de choc et de confusion sur le visage de Sophie valait chaque nuit blanche que j'avais endurée au cours du mois écoulé. Elle a même eu l'audace de demander de quoi il s'agissait, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi elle était arrêtée. « Je ne comprends pas », a-t-elle protesté alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets. « C'est à propos de mon divorce. Mon mari est violent. J'ai les bleus pour le prouver. » « Madame, nous avons des enregistrements où vous admettez que les bleus étaient faux et que les allégations de violence domestique étaient fabriquées. Vous avez le droit de garder le silence, et je vous suggère fortement de l'utiliser. » Les nouvelles locales ont couvert l'histoire ce soir-là. Des cadres de la publicité arrêtés dans un stratagème de fraude élaboré, était le titre sur la chaîne 8. Le journaliste se tenait devant Moreau et associés, expliquant comment 3 membres respectés de la communauté avaient conspiré pour piéger un homme innocent pour violence domestique et infidélité.
Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Amis, voisins, collègues, tous appelaient pour exprimer leur choc et leur soutien. Madame Dubois a frappé à la porte de Franck où je logeais temporairement avec un autre gratin et un grand sourire. Je savais que quelque chose clochait, a-t-elle dit triomphalement. Cette fille Maya était toujours trop sournoise pour son propre bien. L'ordonnance restrictive a été levée le lendemain et j'ai pu rentrer chez moi auprès de mes enfants. Emma m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle allait me casser les côtes. Je savais que tu n'avais pas fait de mal à maman, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Je n'y ai jamais cru, pas un instant. Mon fils, Jake, qui avait 15 ans et essayait d'être fort, s'est contenté de hocher la tête et de dire, content de te revoir à la maison, papa. La maison semblait différente sans Sophie, mais elle semblait aussi plus propre d'une certaine manière, comme si un poison avait été retiré de l'air. J'ai parcouru les pièces, récupérant mon espace, remettant les choses à leur place. Dans le salon, j'ai trouvé que Sophie avait restitué tous les documents financiers qu'elle avait volés, probablement sur les conseils de son avocat. Tout était là, relevé bancaire, police d'assurance, informations sur les comptes de retraite. Elle prévoyait de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, mais maintenant, elle aurait de la chance d'éviter la prison. L'audience préliminaire était prévue pour la semaine suivante. Franck et moi avons rencontré la procureure adjointe Santos pour examiner les preuves et préparer nos témoignages. Leurs avocats essaient de trouver des accords de plaidoyer, a dit Santos. Les avocats de Claude prétendent qu'il a été manipulé par Sophie, qu'il ne savait pas que les allégations de violence domestique étaient fausses. C'est des conneries, dis-je. Il a engagé le maquilleur qui a créé les fausses ecchymoses. Je sais. Nous l'avons coincé, mais sa famille a de l'argent et des relations. Ils vont se battre bec et ongles. Et Sophie? Son avocate veut négocier. Elle est prête à plaider coupable des chefs d'accusation de fraude en échange d'une peine réduite pour les chefs d'accusation de parjure et de fausses déclarations. J'ai réfléchi un instant. Une partie de moi voulait voir Sophie faire face à la peine maximale pour ce qu'elle avait fait, mais une autre partie de moi voulait juste que ce cauchemar soit terminé afin que je puisse me concentrer sur la reconstruction de ma vie et prendre soin de mes enfants. Quel genre de peine parle-t-on? Avec un accord de plaidoyer, probablement 2 à 3 ans. Sans cela, elle pourrait en avoir pour 7 à 10 ans. Et Claude? Il n'aura pas d'accord de plaidoyer. Pas de moi. Cet homme a engagé quelqu'un pour attaquer physiquement une femme dans le cadre d'un stratagème de fraude. Il va aller en prison pour longtemps. L'audience était un cirque médiatique. Les marches du palais de justice étaient bondées de reporters et d'équipes de tournage, tous désireux de couvrir l'histoire des cadres de la publicité qui avaient essayé de piéger un homme innocent. Claude est arrivé en costume coûteux, flanqué de 3 avocats, l'air d'un cadre arrogant qui pensait que l'argent pouvait lui acheter une sortie de n'importe quelle situation. Maya avait l'air brisé, sa confiance habituelle remplacée par la peur et le désespoir. Elle avait déjà accepté de témoigner contre Claude et Sophie en échange d'une peine réduite. Sophie était la dernière à arriver, vêtue d'une robe conservatrice et sans maquillage, essayant d'avoir l'air aussi sympathique que possible. Les fausses ecchymoses s'étaient estompées, mais je pouvais encore voir de légères marques jaunes autour de ses yeux. Lorsque ses yeux ont croisé les miens à travers la salle d'audience, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en 15 ans de mariage. De la peur sincère. Elle savait qu'elle était prise. Savait que tous ces mensonges et manipulations l'avaient finalement rattrapée. L'audience a duré 3 heures. Franck et moi avons témoigné sur la surveillance que nous avions menée et les enregistrements que nous avions faits. Vincent Torres, le maquilleur, a témoigné sur la façon dont Claude l'avait engagé pour créer de fausses ecchymoses sur le visage de Sophie. Maya a témoigné sur le complot, détaillant chaque aspect de leur plan pour me piéger. Au moment où ce fut terminé, il n'y avait aucun doute sur ce qui s'était passé. Claude, Sophie et Maya avaient conspiré pour détruire ma vie, et ils avaient été pris la main dans le sac. La juge O'Brien a fixé la caution à 100 000 $ pour Sophie et Maya, et à 500 000 $ pour Claude. Tous les 3 ont reçu l'ordre de remettre leur passeport et de rester dans le comté en attendant leur procès. Alors que nous quittions le palais de justice, un journaliste a mis un microphone devant mon visage et m'a demandé ce que ça faisait d'être réhabilité. J'ai l'impression que c'est la justice, dis-je. Mais ça n'annule pas les dommages qu'ils ont essayé de faire. Mes enfants s'en souviendront toute leur vie. Ma réputation a été ternie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Qu'est-ce qui vous attend maintenant, monsieur Morland ?
J'ai regardé le palais de justice où Sophie était emmenée menottée et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Je rentre chez moi avec mes enfants, dis-je, et je vais reconstruire ma vie sans les personnes qui ont essayé de la détruire. 6 mois plus tard, j'étais assis dans la même salle d'audience en regardant Claude Arland recevoir sa peine. Le jury l'avait reconnu coupable de toutes les accusations après moins de 2 heures de délibération. Les preuves contre lui étaient accablantes, et son attitude arrogante pendant le procès avait aliéné même ses propres avocats. « Monsieur Arland, a dit la juge O'Brien, le regardant avec un dégoût évident. Vous avez orchestré un stratagème élaboré pour détruire la vie d'un homme innocent. Vous avez engagé quelqu'un pour attaquer physiquement une femme afin de rendre vos mensonges plus crédibles. Vous n'avez montré aucun remords pendant ce procès, et vous continuez à blâmer les autres pour vos propres actions criminelles. » Claude se tenait droit comme un i, son costume coûteux ne pouvant cacher le fait qu'il était sur le point de tout perdre. « Je vous condamne à 12 ans de prison d'État, sans possibilité de libération conditionnelle avant 8 ans. Vous devrez également payer une indemnisation à Monsieur Moreau d'un montant de 200 000 $ pour les dommages causés à sa réputation et pour la détresse émotionnelle. » Le visage de Claude est devenu blanc. 12 ans. Il aurait la cinquantaine quand il sortirait, en supposant qu'il purge sa peine complète. Sa carrière était terminée, sa réputation détruite, sa fortune épuisée par les frais juridiques et les paiements d'indemnisation. Alors que le greffier emmenait Claude menotté, il me regarda avec une haine pure dans les yeux. J'ai soutenu son regard sans ciller, ne ressentant aucune satisfaction à sa chute, juste un sentiment tranquille que justice était faite. Maya avait été condamnée la semaine précédente. Elle avait reçu 3 ans de prison après avoir témoigné contre ses co-conspirateurs. Sa coopération lui avait valu une peine réduite, mais n'avait pas sauvé sa carrière ni sa réputation. Moreau et associés l'avaient renvoyé immédiatement après son arrestation, et aucune autre entreprise ne l'embaucherait. La condamnation de Sophie était prévue pour la semaine suivante. Elle avait finalement accepté un accord de plaidoyer, 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 3. Son avocate avait plaidé pour une peine avec sursis, affirmant qu'elle avait été manipulée par Claude et qu'elle était elle-même victime de violences domestiques. L'argument aurait pu fonctionner si nous n'avions pas eu d'enregistrement de Sophie planifiant froidement chaque aspect de la fraude. La femme dans ces bandes n'était pas une victime. C'était une criminelle calculatrice qui avait été prête à détruire sa propre famille pour de l'argent et une chance de commencer une nouvelle vie avec son amant. Après la condamnation de Claude, Franck et moi sommes allés à notre bar habituel pour faire le point. C'était devenu un rituel au cours des 6 derniers mois. Une façon de digérer l'expérience surréaliste de voir ma vie se faire démolir puis reconstruire. « Comment te sens-tu » a demandé Franck, levant sa bière dans un toast moqueur. « Vide » ai-je dit honnêtement. Je pensais que je ressentirais plus de satisfaction en voyant Claude recevoir ce qu'il méritait. Mais surtout, je me sens juste fatigué. C'est normal. Tu vis avec ça depuis presque 1 an. Il faudra du temps pour te sentir à nouveau normal. J'y ai pensé. Normal. Je n'étais pas sûr de me souvenir à quoi ressemblait la normalité. L'année écoulée m'avait changé fondamentalement. J'étais plus méfiant maintenant, moins confiant, plus rapide à remettre en question les motifs des gens. Peut-être que c'était une bonne chose. Ou peut-être que c'était juste une autre façon dont Sophie et Claude m'avaient blessé. Les enfants vont mieux, dis-je. Les notes d'Emma sont revenues et Jack a intégré l'équipe de soccer de l'équipe universitaire. Ils sont résilients. Les enfants le sont généralement. Je m'inquiète de ce que cela leur a appris sur le mariage, sur la confiance. Emma m'a demandé la semaine dernière si je pensais que tous les mariages se terminaient par une trahison. Franck est resté silencieux un instant. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui ai dit que certaines personnes sont égoïstes et malhonnêtes, mais que cela ne signifie pas que tout le monde l'est. Je lui ai dit que le véritable amour est basé sur l'honnêteté et le respect, et qu'elle ne devrait jamais se contenter de moins. Bon conseil. J'espère. Je ne veux pas que les crimes de leur mère empoisonnent leur capacité à faire confiance aux autres. Nous avons bu en silence confortable pendant un moment, regardant les nouvelles du soir sur la condamnation de Claude. Le journaliste a qualifié cela de fin de l'un des stratagèmes de fraude les plus élaborés de l'histoire du comté. « Qu'est-ce qui vous attend maintenant » a demandé Franck. « Je pense à développer l'atelier d'impression. Peut-être ouvrir un 2e site. La publicité autour de tout ça a en fait été bonne pour les affaires.
Les gens voulaient soutenir le gars qui s'est fait avoir par sa femme infidèle. C'est une façon de voir les choses. Et je pense à sortir à nouveau un jour, quand je serai prêt. Franck a haussé un sourcil. Quelqu'un en particulier? Il y a une femme qui amène ses enfants au même terrain de soccer où joue Jack. Sarah, elle est divorcée. Elle semble gentille. Nous avons parlé quelques fois. C'est bien, Alain. Tu mérites d'être heureux. J'y arrive, lentement. La semaine suivante, j'étais assis dans le palais de justice pour la dernière fois, regardant Sophie recevoir sa sentence. Elle avait perdu du poids au cours des mois précédant le procès, et elle avait l'air fragile dans sa combinaison orange. Lorsque la juge O'Brien a demandé si elle avait quelque chose à dire avant la condamnation, Sophie s'est levée et m'a regardé droit dans les yeux. Alain, je sais que tu ne peux probablement pas me pardonner ce que j'ai fait. Je ne m'y attends pas, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé une fois, et qu'une partie de moi le fait encore. J'ai fait des choix terribles et je vais en payer le prix. J'espère juste qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur d'aider nos enfants à comprendre que leur mère n'est pas un monstre, juste quelqu'un qui a fait de très mauvais choix. C'était un bon discours, probablement conseillé par son avocate. Mais en regardant la femme avec qui j'avais été marié pendant 15 ans, la femme qui avait donné naissance à mes enfants et partagé mon lit et qui avait essayé de détruire ma vie, je n'ai ressenti que de la pitié. Madame Moreau, a dit la juge O'Brien. Vous avez participé à un complot visant à piéger votre mari pour violence domestique, vous avez commis un parjure et déposé de fausses déclarations à la police. Vos actions auraient pu entraîner l'emprisonnement de Monsieur Moreau et la perte de ses enfants. Le tribunal ne trouve aucune circonstance atténuante qui justifierait une peine réduite. Je vous condamne à 5 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Vous êtes également condamné à payer une indemnisation à Monsieur Moreau d'un montant de 75 000 $. Alors que le greffier emmenait Sophie, elle m'a regardé une dernière fois. J'ai vu des larmes dans ses yeux, mais je ne savais pas si c'était des larmes de remords ou juste des larmes d'autocomplaisance d'avoir été prises. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Sophie Moreau n'était plus mon problème. Devant le palais de justice, le même journaliste qui m'avait interviewé des mois plus tôt m'a demandé un commentaire. Monsieur Moreau, maintenant que les 3 conspirateurs ont été condamnés, que pensez-vous du résultat? J'ai réfléchi à la question un instant, regardant le ciel gris d'octobre qui me rappelait la matinée où tout ce cauchemar avait commencé. J'ai l'impression que je peux enfin arrêter de m'entraîner, dis-je. Vous entraînez pourquoi? Pour quand ils seraient partis. Ils sont partis maintenant. Tous. Et je suis toujours là. Je me suis éloigné du palais de justice, loin des journalistes et des caméras, loin des ruines de ma vieille vie. Franck s'est mis à marcher à mes côtés et nous avons marché en silence confortable vers le parking. Tu sais ce qui est drôle, dis-je en atteignant mon pick-up. Quoi donc? Je suis plus heureux maintenant que lorsque j'étais marié à elle. Même avec tout ce qui s'est passé et même avec toute la douleur et la trahison, je suis mieux sans elle. Ce n'est pas drôle, Alain. C'est juste la vérité. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais voir le palais de justice où la justice avait finalement été rendue. Où 3 personnes qui avaient essayé de me détruire s'étaient détruites elles-mêmes. Alors que je conduisais vers mes enfants, vers ma maison, vers ma vie, j'ai réalisé que Sophie avait raison sur une chose. Je m'entraînais pour le moment où elle serait partie. Je ne le savais juste pas à l'époque. Maintenant, elle était partie, ainsi que Claude et Maya et tous leurs mensonges et stratagèmes. Et j'étais toujours là, plus fort qu'avant, prêt à construire quelque chose de meilleur à partir des cendres de ce qu'ils avaient essayé de brûler. La tasse de café s'était brisée cette nuit-là dans la cuisine, mais j'étais toujours debout. J'avais arrêté de m'entraîner et commencé à vivre.